Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous IMO. Je suis Baptiste Julien Blandet, journaliste à MySuite IMO. Aujourd'hui, nous sommes au salon Rent, la porte de Versailles, et je suis en compagnie, j'ai l'honneur de recevoir Olivier Princival, qui est le président de la FNEM Grand Paris. Bonjour. Bonjour Baptiste. Alors, on touche le salon là, au moment où nous faisons ce podcast, le salon Rennes touche à sa fin. Quelle est la température que vous avez ressentie auprès des professionnels durant ce salon ? Alors c'est assez ambivalent, j'ai senti des professionnels fatigués parce on est encore au cœur d'une crise immobilière compliquée qui éprouve les entreprises de l'immobilier et donc toute l'économie qui tourne autour de l'immobilier, notamment les exposants qui sont là aujourd'hui. Mais on est sur une phase nouvelle, on pense être sur une sortie de crise qui nous amène vers quelque chose de beaucoup plus positif, c'est-à-dire une reprise du marché de la transaction. Alors en ce moment, c'est que des balbutiements, mais on est sur quelque chose de positif. On pense avoir un printemps beaucoup plus sympa que ce qu'on a connu, donc assez rapidement, qui devrait remettre un peu de baume au cœur dans toutes les équipes et dans toutes les boutiques. En tout cas, il y a plusieurs éclaircies qui arrivent. Les taux d'intérêt baissent. Il y a un ministère du logement, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Des dispositions qui semblent aller dans le bon sens. Vous confirmez que l'ambiance peut nourrir un optimisme ? Effectivement, on est sorti d'une période d'incertitude où on n'avait pas de gouvernement. Donc maintenant, on a une ministre et une ministre de plein exercice, ce qui est assez nouveau. Et qui n'est pas étrangère au sujet. Exactement, et qu'on a vu aujourd'hui sur le Rent et le salon de la copropriété. Donc déjà, c'est un bon signal. Elle a l'air d'être à l'écoute et de connaître le marché, donc ça c'est bien. Et puis on a un deuxième phénomène important, c'est qu'on a un arrêt de l'augmentation des taux, puisqu'on est même maintenant sur une phase de légère diminution. Donc quand on est en stagnation, ça va permettre au marché de se recalibrer. Et on a surtout des banques qui commencent à réouvrir le robinet du crédit. Parce que les taux, c'était une chose, mais il y avait surtout un phénomène, c'est que les banques ne prêtaient plus. Donc aujourd'hui, on sent le retour des acheteurs parce qu'il y a des possibilités d'obtenir un crédit. Donc probablement une reprise du parcours résidentiel des Français. En tout cas, c'est encourageant. Mais j'entends quand même, face à cet espoir, il y a quand même des choses qui méritent confirmation. La loi de finances, par exemple. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on est content d'avoir une ministre de plein exercice. C'est la 7e depuis le mandat d'Emmanuel Macron. Combien de temps elle va rester ? Vous savez, c'est ce qui va rester. Les autres n'étaient pas de plein exercice. Non, mais à un moment donné, on a besoin de stabilité dans notre pays. Pour que les entreprises fonctionnent, il faut de la réglementation qui stagne. Il faut arrêter les contraintes sur le marché. En fait, les propriétaires sont bombardés de contraintes. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de capacité ou de volonté particulière de devenir propriétaire ou investisseur bailleur parce que tout est compliqué. Encadrement des loyers, permis de louer, augmentation de la taxe foncière. Donc il y a un rééquilibrage qui doit se faire. Les réglages ont lieu en ce moment même à l'Assemblée nationale pour reporter des dispositifs qui nous permettent d'améliorer le quotidien et donc de permettre à ce que les Français aiment cet engouement pour la pierre. Il faut leur faciliter et leur permettre. C'est l'inverse qui a été fait pendant des années et la crise du logement devrait permettre d'avoir un autre braquet vis-à-vis des pouvoirs publics. En tout cas, on espère qu'enfin, ils vont comprendre que lorsque l'immobilier va, tout va et qu'il faut qu'ils arrêtent de contraindre. Aujourd'hui, on doit libérer. Il y a eu une élection américaine, c'est Donald Trump qui remporte. Est-ce que ce qui se passe aux États-Unis, ça peut impacter d'une manière ou d'une autre cet optimisme qui se dessine ? Alors, on est content, après la période des Jeux Olympiques, après avoir eu cette vitrine particulière, de voir le retour des investisseurs étrangers sur le territoire notamment de Paris, qui était très attractif à l'étranger, la période post-Covid. Et qui s'était mis un peu en pause dans la perspective des Jeux Olympiques. On est sorti de la phase post-Covid, voilà. On n'avait plus d'investisseurs étrangers, les JO arrivaient, c'était pas le bon moment. Et les investisseurs savent que s'ils achètent un bien, mais qui sont chers, et qu'ils encadrent leur loyer, c'est pas rentable. Donc, on a un retour aujourd'hui de ça. Alors, est-ce que l'élection de Trump va changer beaucoup de choses ? J'en sais rien. En tout cas, on sent quand même le retour de la clientèle américaine. Il peut y avoir une incidence sur les taux, parce que si ces mesures provoquent de l'inflation, ça fait changer la spirale actuelle de l'évolution des taux américains, et donc ça peut insidieusement, peut-être dans un temps de quelques mois, jouer aussi sur ceux de l'Europe. Je veux dire, Baptiste, moi j'ai pas de boule de cristal, d'accord ?
Par contre, ce que je peux noter, c'est qu'on ne peut plus rien prévoir en matière de politique internationale. Personne n'a vu venir la crise en Ukraine. Ça a mis un bazar monstre dans le maintien des prix, l'explosion des coûts de l'énergie. On voit bien que Macron n'est pas très ami avec Trump, qui est quand même un combattant de la politique internationale. Donc, faire des plans, je pense qu'il faut surtout que chacun prenne un peu d'humilité. On a des très grandes puissances autour de nous qui inquiètent aussi le monde économique. Poutine, les Chinois, l'Iran, le conflit israélo-palestinien. Enfin, en ce moment, c'est quand même pas très joyeux. Non. Donc, en fait, ce qui est sympa ici au Rent, c'est que les professionnels se retrouvent sur quelque chose de positif. On essaye tous de se serrer les coudes pour sortir de ça. Tous les signaux encourageants, y compris le retour des investisseurs étrangers, seront quelque chose de bon pour le marché, bon pour les professionnels et bon pour l'économie, bon pour le logement. Alors, dans certaines mesures qu'on évoquait tout à l'heure, il y a le fameux PTZ. Où ça en est, cette ouverture du PTZ? Parce qu'on a pu entendre des discours où c'était surtout, puis finalement, non, ça va être que sur ça, puis finalement, ça repart sur un peu tout. Alors, oui, et d'ailleurs, en ce moment, on voit bien une Assemblée nationale qui est complètement divisée, dans laquelle il n'y a pas de majorité, ça pose des difficultés. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui veut imprimer une feuille de route ne peut pas y arriver. Donc, effectivement, on a des sorties d'amendements à l'Assemblée nationale qui sortent de chapeau dans tous les coins et on n'a pas trop de cohérence. On a même d'ailleurs des dispositifs qui ressortent, la plus-value sur la résidence principale, la garantie universelle des loyers, des choses qui étaient enterrées depuis longtemps, qui reviennent. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que tout le monde ait un peu de pragmatisme et qu'on fasse des choses transpartisanes qui permettent de sortir un intérêt général et pas des annonces politiques, parce que je crois que tout le monde en a marre des annonces politiques. On veut du concret. Et là, sur le PTZ, par exemple, parce que là, c'était la ministre. Alors nous, on avait demandé un signal fort envers les primo-accédants. Le parcours résidentiel est bloqué, vous êtes locataire, vous ne pouvez plus acheter. Le PTZ pour les primo-accédants, c'était une solution. Elle a été retenue et on en est très heureux parce que on ne peut pas rester toute sa vie locataire. On craignait même que le gouvernement veuille orienter les gens vers la location avant de les orienter vers la propriété. Mais à un moment donné, dans le discours, on entendait que ce serait généralisé. Puis finalement, il y a eu un moment donné, c'est uniquement sur le neuf. Et donc, le PTZ ne sera jamais. Voilà. Demander à des banques de financer de l'immobilier à zéro, c'est pas possible. Et comme l'État ne peut pas financer à la place, il n'y a pas de sujet. Maintenant qu'on flèche les primo-accédants qui mettent le premier play avant d'autres investissements derrière, ça a du sens. Je crois c'est fini cette époque où tout le monde était subventionné dans tous les coins. Il faut se concentrer sur les vrais enjeux. Et les vrais enjeux, c'est les excès de réglementation qu'il faut simplifier et aider ceux qui en ont le plus besoin. Et je pense que le PTZ pour les primo-accédants et dans les travaux d'éco-rénovation ou la rénovation énergétique, ça a vraiment du sens. Donc ces signes sont encourageants. Et avec des contraintes par rapport aux ressources limitées, de ce que je comprends aussi, puisqu'il y a des enjeux de... Les aides publiques vont vers ceux qui en ont le plus besoin. Alors, il y a quand même une grande quantité qui n'a jamais le droit à rien, mais visiblement, ceux-là ne font pas pleurer. Pourtant, c'est aussi des acteurs économiques importants. Je crois qu'il ne faut pas trop mettre les gens dans des cases. Et à un moment donné, le PTZ pour les primo-accédants, c'est très bien. Mais il faut, par la fiscalité, je crois que c'est vraiment là le levier, par la fiscalité, il faut décontraindre un petit peu, favoriser, si on a besoin de logement longue durée, il faut favoriser les bailleurs qui font l'investissement dans la location longue durée et arriver à comprendre là où on a des enjeux, sur quoi on peut jouer. Le Premier ministre Barnier et la ministère du Logement sont quand même contraints avec 3 600 milliards de dettes, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais je pense qu'ils sont à l'écoute des contraintes et les professionnels ont déjà proposé beaucoup de choses qui ne coûtaient rien pour arriver à être pragmatiques. C'est peut-être pas sur la loi de finances qu'on va s'en sortir, mais sur les lois rectificatives et les prochaines réglementations qui vont arriver, ça devrait être meilleur. Alors, parmi les réglementations, il y a le DPE qui fait toujours un peu couler d'encre. Il y a eu encore des modifications, on annonce encore d'autres modifications. Et on voit bien aussi parfois dans la mise en pratique des choses qui sont un peu incohérentes, puisque des choses qui seraient favorables par rapport au réchauffement climatique, c'est sanctionné, et des choses qui sont défavorables sont au contraire encensées et permettent de... Donc du coup, vous, par rapport à ce sujet-là, est-ce que vous avez le sentiment qu'un jour ce DPE va avoir un sens et le message qu'il y a derrière, c'est pas seulement des partis pris, mais vraiment des choses qui sont qualitatives? Je pense que le DPE a du sens. Connaître la performance d'un logement, ça a du sens. Après, quand on met le nez dans le moteur de calcul et qu'on s'aperçoit que des choses sont des inepties, comme vous l'évoquiez, il faut corriger les anomalies. Il y a déjà eu plusieurs correctifs, mais il y a une finalisation à avoir. L'outil a quand même bien évolué.
Moi, ce qui me pose problème, c'est pas le DPE. De savoir ce qu'on achète, dans quoi on vit et comment l'améliorer, c'est très bien. Ce qui me pose problème, c'est l'interdiction de location faite aux propriétaires bailleurs parce que le logement n'est pas performant. Vous l'avez loué conformément à la réglementation, demain on vous dit c'est plus habitable. Il ne faut pas exagérer. La crise, elle est aussi liée à une contrainte de rénovation énergétique qui empêche de louer. Et ça, c'est une contrainte extrêmement lourde sur les bailleurs. Et donc du coup, effectivement, on a 60%, je vais donner l'exemple du marché parisien, 60% des logements parisiens seront frappés d'une interdiction de louer d'ici 2034. Mais on ne va jamais rénover 60% du parc en 10 ans, c'est pas possible. Sachant que, et c'est une statistique qui est sortie il y a quelques jours, 30% de ce parc est déjà sorti du marché locatif puisqu'il a été réservé à de la location meublée, touristique. Donc du coup, il y a un rééquilibrage réglementaire qu'on réclame depuis 2 ans, c'est de dire que s'il y a des obligations de rénovation énergétique, elles doivent concerner tous les immeubles et tous les types de locations. Mais aussi, il faudrait inciter plus les propriétaires occupants. Dans un immeuble en copropriété, vous avez des propriétaires occupants qui n'ont aucune obligation, ils ont le droit de vivre dans une passoire énergétique. Et à côté, vous avez des bailleurs qui n'ont plus le droit de louer. À un moment donné, il faut un peu de cohérence pour embarquer tout le monde dans le même sens. Dans une copropriété, c'est pas tout seul qu'on fait les choses. Donc voilà, le gouvernement a sorti tout un tas de choses avec un calendrier climat et résilience incontrôlable. Le Premier ministre a donné une feuille de route sur le sujet. La ministre du Logement a indiqué aujourd'hui que les immeubles en copropriété qui ont engagé un plan de rénovation, on supprimera les interdictions de location. C'est un signal fort. Il y a un sujet maintenant qui arrive sur les baux qui sont en cours, les contrats de location qui sont en cours pour protéger les locataires, parce qu'il y a quand même un sujet pour les locataires à compter du 1er janvier 2025. Mis à la porte, oui. On va y arriver, c'est contraint, mais on espère aller dans le bon sens pour retrouver un peu de raison dans cette réglementation. Alors, tous ces sujets, c'est des sujets de place, on va dire, et pourtant, les professionnels de l'immobilier ne sont pas forcément syndiqués, sont un peu dans leur coin. Comment vous pouvez expliquer ça et qu'est-ce qui leur échappe en n'allant pas s'inscrire, adhérer à un syndicat? Alors, on va pas faire de pub effectivement pour le fait d'être syndiqué, mais on a un sujet, c'est que sur le marché, on a les pouvoirs publics nous regardent. Les professionnels de l'immobilier représentent en copropriété 92% du marché. En transaction immobilière, 70% du marché. Donc on est des acteurs incontournables, on est regardés. Et dès qu'on a des professionnels qui font moins bien le job, on est pointé du doigt. Et en réalité, on fait la différence entre les professionnels qui bénéficient des services d'un syndicat professionnel, avec des formations, de l'information juridique, de l'assistance, des outils, et ceux qui n'ont rien. Et on se rend compte qu'il y a une différence de niveau significative. Donc, nous, on appelle à la raison les professionnels en disant la cotisation syndicale que vous mettrez pour défendre votre métier, votre quotidien, ce que vous aimez, vos équipes et votre aventure professionnelle, il faut vous faire accompagner par un syndicat professionnel parce que vous aurez les outils pour la réussite et ça permettra d'élever en gamme. Si le professionnel élève sa qualité, le niveau de sa qualité, il sera encore plus incontournable à un moment où les pouvoirs publics essayent aussi de mettre le doigt sur le niveau des honoraires, voire de supprimer une partie de la loi Hoguet. Voilà, je pense qu'à un moment donné, tout ça, ça a du sens. On passe par une crise, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fait des arbitrages, parfois même en résiliant leur cotisation syndicale parce qu'il fallait faire des économies. Il va y avoir un retour de l'autre côté, on a besoin d'être défendu dans notre métier. Moi, ça fait 29 ans que je suis dans l'immobilier, ça fait 20 ans que j'ai ma boîte et je suis syndiqué depuis le premier jour. Et aujourd'hui, je suis dans les premières lignes parce que je ne veux pas qu'on dise que les professionnels ne font pas leur boulot. On est incontournable et les gens ont besoin de nous pour réussir leur parcours immobilier. Donc voilà, il faut qu'on soit forts et unis et tous autour du cube jaune. Et puis ça permet d'avoir une représentativité du message. Parce que si vous représentez 100%, je fais un cas d'école, 100% de tous les professionnels, ça pèse. Ça a plus de poids que si c'est 60, 40 ou 20%. Voilà, et donc même si aujourd'hui les syndicats ont tendance à se rapprocher pour essayer d'avoir un discours commun, plus on est nombreux à soutenir la cause et la défense de nos métiers, et plus on sera entendu. Parfois les pouvoirs publics jouent sur la division, jouent sur le nombre, et c'est à nous de montrer tous ensemble qu'une cotisation modique, ça permet quand même de montrer qu'on est fort. Eh bien, merci beaucoup Olivier Princeval, président de la FNAIM Grand Paris, d'être venu au micro de mon podcast IMO. À bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez le réécouter, écouter tous les autres et également le regarder sur le site MySuite IMO. Et n'hésitez pas à le partager, à liker, à commenter tous les précédents épisodes.